Niamey abrite le poste de commandement de la force unifiée de l'AES. Les ministres en charge de la défense étaient réunis dans la capitale du Niger pour une meilleure coordination des capacités opérationnelles. À la fin des travaux, ils ont été reçus par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui leur a donné des orientations. La société MSC poursuivra normalement ses activités au Mali. Les responsables de la société de transport maritime ont conclu cet après-midi un accord avec le gouvernement. Cette rencontre fait suite à un communiqué publié par les responsables de la société le 6 novembre dernier. Bamako accueille dans une dizaine de jours la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AES. Cette édition a pour thème entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'espace AES. Le sacrifice du mouton le jour du baptême, c'est le dossier de la rédaction. C'est une pratique recommandée pour remercier Dieu de la naissance d'un enfant. Le sacrifice, s'il est possible, se fait traditionnellement le 7e jour après la naissance. Le mouton sacrificiel du baptême est-il un acte religieux ou traditionnel? La réponse avec Awa Traouri. Vous servir est un réel plaisir. Merci de renouveler votre confiance à la grande édition de ORTM 1. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'actualité dans l'espace AES. Les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel se concertent dans le cadre de la mise en œuvre de la vision commune de défense et de sécurité de l'AES. Une rencontre a permis de réaffirmer la volonté politique et stratégique des États membres à œuvrer de manière coordonnée et concertée pour le renforcement des capacités opérationnelles. Les ministres en charge de la défense ont aussi visité le siège du poste de commandement de la force unifiée de l'AES que le Niger abrite. En marge des travaux, les ministres ont été reçus en audience par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. À l'issue de l'audience, le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est confié à nos confrères de la télévision nigérienne. La synthèse de ces deux activités avec Abdoulaye Sako en collaboration avec nos confrères de la télévision nigérienne. La situation sécuritaire dans le Sahel se complexifie surtout avec le changement de mode opératoire des terroristes appuyés par leurs sponsors. Mais fort heureusement que nos États ont décidé de mutualiser leurs forces pour barrer la route à toute tentative de déstabilisation. Ce jour à Niamey, les ministres de la Défense, sous le leadership des chefs d'État, écrivent une autre page glorieuse de ce qui semblait être une utopie pour les détracteurs de la Confédération des États du Sahel. Je me réjouis des avancées significatives accomplies dans le cadre de la montée en puissance de la force unifiée de l'AES, notamment l'implantation en Niamey de son état-major intégré. La présente rencontre doit permettre d'entériner les conclusions de la réunion des chefs d'état-major portant essentiellement sur l'évaluation de l'opérationnalisation de la force unifiée AES dans ses aspects administratifs, logistiques et opérationnels. Cette évaluation rigoureuse nous permettra d'apprécier les efforts déployés et prendre toute la mesure de ceux à consentir afin de consolider les acquis et réaliser le plus rapidement possible une mutualisation affirmée de nos capacités militaires. Le chef d'orchestre du pilier défense et sécurité de la Confédération, qui n'est autre que le général de corps d'armée Sadio Kamara, a mis cette rencontre à profit pour dresser le bilan de la présidence malienne dans ce domaine. Des concertations se sont tenues dans les différentes capitales pour évaluer les opérations conjointes dans la zone des 3 frontières et différents documents ont été adoptés. Il faut noter que certaines activités effectuées ne sont pas programmées par la feuille de route. Les chefs d'état-major des armées de l'air se sont rencontrés du 13 au 17 avril 2025 à Bamako
pour convenir de la coordination des opérations aériennes et de la mise en place de la composante air dans la force unifiée de l'AES. Cette réunion, sanctionnée par un procès verbal de réunion assorti de recommandations, bien qu'elle n'était pas prévue dans la feuille de route, a représenté une contribution importante. En marge des travaux, les 3 ministres ont été reçus en audience par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Nous avons saisi l'occasion pour faire le bilan des activités au niveau de la défense et particulièrement au niveau de la mise en œuvre de la force unifiée qui connaît une avancée majeure. Le président Tchani nous a davantage éclairé et orienté sur le contexte géopolitique et sur les nouvelles formes de menaces qui viennent complexifier notre espace. Nous repartons confiants et rassurés sur la capacité de nos États à rétablir la paix et la sécurité pour le plus grand bonheur de nos populations. Mais avant d'être reçus par le président nigérien, les ministres ont visité l'état-major intégré de la force unifiée de la Confédération, des réalisations appréciées par les visiteurs du jour. Oui, une force unifiée qui enregistre des succès dans la lutte contre le terrorisme. Cette prouesse des forces de défense et de sécurité de l'espace AES est saluée par les afro-descendants présents à Ouagadougou. Ils l'ont dit au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours d'une rencontre. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'événement intitulé « Bienvenue chez vous ». Ils ont réaffirmé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et leur volonté d'investir et de s'établir au pays des hommes intègres. Les temps forts de la rencontre avec Sekou Zongo de la RTB. Échange direct entre les afro-descendants et le leader de la révolution progressiste populaire. Ici au palais de Koulouba, ils sont environ 700 afro-descendants qui discutent à bâton rompu avec le président du Faso sur des questions de développement endogène du continent africain. Le capitaine Ibrahim Traoré de les appeler à investir au Burkina Faso, un pays en pleine construction. L'immobilier, l'industrie agroalimentaire, l'énergie et bien d'autres domaines sont en attente d'investisseurs. Et pour ce faire, le pays des hommes intègres a déjà réuni toutes les conditions pour faciliter la tâche aux investisseurs et les afro-descendants en premier. Nous avons commencé à changer beaucoup de nos lois pour permettre un meilleur vivre ensemble, mais aussi pouvoir sécuriser les investissements des Burkinabés et de tous ceux qui voudront venir investir au Burkina Faso. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières, mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne pour que vous n'acquisiez. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. Donc toutes les autres conditions, vous serez exemptés. Et merci à vous d'ouvrir le pas pour tous ceux qui souhaitent donc prendre cette carte et pouvoir investir et rester au Burkina. À cette rencontre, le président du Faso réitère son appel aux afro-descendants et au peuple épris de paix, de liberté, de prospérité, d'accompagner le combat contre l'impérialisme et ses tentacules. Par la voix de leur porte-parole, les afro-descendants de leur côté saluent la vision du capitaine Ibrahim Traoré, premier chef d'État contemporain à avoir officiellement appelé la diaspora africaine à un retour aux sources. We want to thank you
Nous voulons vous dire merci une fois encore pour nous avoir accueillis de retour chez nous à la maison au Burkina Faso. Nous étions là l'année passée au nombre de 130. Cette année, nous sommes encore là 4 fois plus nombreux que l'année passée. Dans votre discours l'année passée, vous nous avez demandé d'être des ambassadeurs du Burkina Faso. Nous voulons vous dire que nous avons pris ces instructions au sérieux et nous avons été des ambassadeurs du Burkina Faso. Malgré la négativité venant de certains endroits du monde, les descendants des anciens qui sont devant vous ont dit « Nous connaissons la vérité sur le Burkina Faso et personne ne nous dira de ne pas rentrer chez nous au Burkina Faso. » Venus des États-Unis d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes, ces afro-descendants séjournent au Burkina Faso depuis le 26 octobre dernier. À travers des visites, des panels et des activités, ils ont travaillé à découvrir davantage leurs sources. La première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AES se déroulera à Bamako du 18 au 21 novembre prochain. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous. Le thème choisi à cet effet est entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES. Pour la réussite de l'événement, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a rencontré en fin de semaine la presse pour solliciter son appui et présenter les enjeux du salon pour le Mali. La conférence a été suivie par Mohamed Kayantao et Sidiki Balo. Bamako, la capitale malienne, abritera du 18 au 21 novembre prochain le Salon international de l'entrepreneuriat AES. Plus de 5000 participants sont attendus à cette rencontre qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'espace AES. Les initiateurs encouragent la participation des jeunes et des femmes au développement économique du Burkina, du Niger et du Mali. Difficile donc de réussir un tel événement sans les médias. Ce qui a d'ailleurs motivé la ministre chargée de l'entrepreneuriat national à rencontrer les professionnels des médias pour solliciter leur adhésion à cette rencontre internationale. Les 4 objectifs recherchés sont promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans l'espace confédéral. Offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes. Mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour de projets structurants. Contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES est le thème de ce rendez-vous du donner et du recevoir qui aura comme pays invités le Maroc, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Des ateliers thématiques pour permettre à chaque délégation invitée de partager ses expériences réussies en termes d'accompagnement ou de création d'entreprises. Une grande compétition de plans d'affaires pour les jeunes et femmes entrepreneurs afin de découvrir les meilleures idées commerciales. Après avoir obtenu leur adhésion, Oumou Salsek a tout de même rappelé que la réussite de ce salon dépend en grande partie des hommes de médias avant de les inviter à jouer pleinement leur partition. Suite à un communiqué rendu public le 6 novembre dernier, la société MSC, Mediterranean Shipping Company, annonçait la suspension de ses activités de transport maritime au Mali. Cette décision est suspendue après que les responsables de la société aient conclu un accord avec le gouvernement, un accord qui intervient après une rencontre cet après-midi entre les différentes parties. Le reportage de Youssouf Diakité.
C'est suite à un communiqué de la société MSC suspendant ses activités en direction du Mali que le gouvernement malien a promptement réagi en engageant un dialogue avec les tenants de la société, une société spécialisée dans le transport maritime. C'est toute la symbolique de cette rencontre à l'issue de laquelle les deux parties sont arrivées à un accord. Nous sommes compris après avoir discuté de beaucoup d'aspects et qui bloquent et qui crée vraiment beaucoup de préjudices au niveau de MSC. Nous sommes finalement compris, c'est ce qui est intéressant. MSC revoit sa position et Inch'Allah dès lundi, un communiqué donc, du siège sortira pour confirmer cela. Et en tout cas, je rassure que les décisions qui ont été prises par MSC et concernant les bookings sur le Mali sont levées. En tout cas, le gouvernement rassure que tout sera mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement correct du pays avec l'appui de l'ensemble des acteurs de l'économie. Nous sommes ressortis très satisfaits parce que dans la vie, nous avons une longue coopération entre les compagnies et le Mali. C'est beaucoup d'années de coopération. Donc un seul jour qu'on vient mettre tout ça dans l'eau, je pense que des deux côtés, chacun d'entre nous a bien réfléchi à la chose, surtout les enjeux actuels. Aujourd'hui, le gouvernement est à côté des opérateurs économiques. Nous allons aller dans des missions, vraiment c'est pour pouvoir acheminer tous nos conteneurs dans les ports. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits que nos amis de MSC retournent en arrière pour continuer à servir le Mali. L'appel est donc lancé à tous les fils du pays pour affronter avec endurance les défis de l'heure. Le chef secteur 3 de l'opération Ndoukou-Koloko, le colonel Seydou Bassirou Nyarandou, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite d'autorité au poste de sécurité de Soumpi ce samedi. Cette visite avait pour objectif de remonter le moral de la troupe et de prodiguer des conseils après l'attaque barbare et lâche des groupes terroristes. Au cours de l'attaque, plusieurs terroristes ont été neutralisés et beaucoup de matériel saisi. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le colonel Seydou Bassirou Nyarandou, commandant secteur 3 de l'opération Ndoukou-Koloko, au micro de Idrissa Goulou Sissoko. L'objectif de mon déplacement à Soumpi, c'est d'abord une visite d'autorité après l'attaque barbare et lâche qui a été menée par les terroristes du CHNIM et du FLA à Soumpi. Je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés, pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister. Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Soumpi et ses alentours soient sécurisés. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après 2 rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Et nous allons rassurer la population de Soumpi ainsi que les villages environnants, que les femmes vont continuer à poursuivre leur mission de sécurisation, que Soumpi et ses environnants et les villages aux alentours, que tout le secteur sera sécurisé par les femmes et qui sont encore engagés pour quand même préserver la paix et la sécurité au niveau du secteur 3, au niveau de Tombouctou. Du matériel saisi, on en a beaucoup. Du matériel brûlé, il y en a beaucoup. Des blessés, l'ennemi en a emporté certains. L'ennemi a apporté aussi des morts. Et nous disons que leur objectif c'était de prendre le contrôle du camp. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et puisque nous avons des hommes déterminés, des hommes prêts à se sacrifier, prêts à se donner pour quand même sauvegarder le camp. Donc nous ne penchons pas trop sur le nombre de victimes des terroristes, sinon il y en a beaucoup. Nous portons un peu, ce qui nous inquiète un peu, c'est un peu les blessés. Et Dieu merci, nous avons juste quelques cas graves qui seront évacués. Sinon le reste, ils vont sortir très prochainement de l'infirmerie pour rejoindre le poste et continuer à faire le combat. Donc nous avons des hommes prêts, déterminés à défendre la patrie, des hommes qui sont prêts à léguer le Mali tel que nous l'avons reçu.
Voilà, et nous y reviendrons plus en détail sur cette visite dans nos futures éditions avec notre reporter Idrissa Goulou Sissoko. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Autorité de protection des données à caractère personnel ont signé hier une convention de partenariat dans le cadre de la protection des systèmes éducatifs. La signature de cette convention devra permettre de renforcer la sensibilisation et la formation du personnel éducatif et administratif à la gestion des données. La cérémonie s'est déroulée hier en présence du président de l'APDP et du ministre de l'Éducation nationale. Le reportage de Fadema Keita. Dans le cadre de la vulgarisation de sa mission, l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP signe avec le ministère de l'Éducation nationale. En signant une convention de partenariat avec lui, il estime que la protection des données personnelles commence par l'éducation. Ce qui signifie que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit inculquer aux élèves l'importance de la préservation de la vie personnelle, le respect de soi et des autres dans les espaces numériques. Pour que cette éducation soit effective, il faut aussi outiller ceux qui ont la lourde responsabilité de suivre nos enfants. En effet, les enseignants, les encadreurs, les responsables administratifs doivent être formés au principe de la protection des données personnelles. Ils doivent être en mesure d'intégrer ces notions dans leurs pratiques quotidiennes et dans leurs approches pédagogiques. C'est tout le sens de cette convention. À travers la convention, le département de l'éducation et l'APDP s'engagent à travailler ensemble pour renforcer la sensibilisation et la formation du personnel éducatif et administratif à la gestion responsable des données. Mettre en place des protocoles et procédures sécurisés dans la collecte, le traitement et la conservation des informations scolaires. Protéger les élèves, les enseignants et les usagers du système éducatif qui doit pouvoir évoluer dans un environnement numérique sûr et respectueux de leurs droits. L'accord de partenariat ainsi signé par les deux parties promeut la culture de la protection des données personnelles dans le secteur de l'éducation. Il pose de nouveaux défis, notamment la sécurité des données, la confidentialité des informations personnelles et le respect des droits individuels à l'ère du numérique. Les participants au salon de la monétique ont des profils différents mais œuvrent tous à assurer aux usagers maliens une plus grande sécurité dans les transactions monétaires. Faire en sorte que le public utilise moins de cash demande plus de sécurité et de confiance, toute chose nécessaire à l'édification d'un environnement monétique stable, rendant les interactions plus fluides avec le monde extérieur. Nos reporters ont rencontré quelques acteurs de la place qui confirment la fiabilité de la monétique au Mali, suivant tous cela au micro de Alousseni Touré. Nous sommes en partenariat avec les banques maliennes et bientôt avec d'autres partenariats, structures maliennes aussi. Donc nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre expertise dans le domaine digital, c'est-à-dire comment faciliter la vie à chaque Malien pour lui permettre aujourd'hui de faire ses opérations financières. Donc nous sommes une structure purement technique, on apporte la couche technique pour les banques, les microfinances, les opérateurs telco, les fintech, à pouvoir offrir ces services-là à la population. À la BNDA, nous sommes en train de suivre la tendance. Il y a des évolutions de la monétique au niveau sous-régional. Je parle au niveau du groupement interbancaire monétique de l'UEMOA. Nous avons des innovations qu'on est en train de préparer et qu'on va mettre bientôt sur le marché. Une nouvelle gamme de cartes qu'on est en train de préparer, qu'on va bientôt commencer à émettre. Actuellement, nous avons 5 gammes de cartes. Nous avons des cartes privatives, 3 cartes privatives qui sont aussi des cartes GIM. Ensuite, on est émetteur de cartes Visa aussi. Nous avons 2 produits Visa, la Visa classique et la Visa Gold. Nous sommes une société d'ingénieurs en informatique et monétique. Et nous travaillons beaucoup dans la monétique avec les banques sur le plan de la digitalisation des opérations et dans le suivi. On accompagne beaucoup de banques de la place. Et en même temps, nous sommes aussi dans tout ce qui est activité de maintenance des guichets automatiques.
Titalis, c'est une entreprise qui représente le fabricant Diebold-Niesdorf au Mali. Nous sommes les seuls habilités à vendre les GAP Diebold-Niesdorf au Mali. On vend tout ce qui est matériel lié à la monétique et tout ce qui est solution monétique. Et nos principaux clients, ce sont les banques. À travers notre participation, on veut surtout montrer notre positionnement sur le marché de la monétique au Mali et aussi montrer ce partenariat si riche qui nous lie aux banques. Contrairement à certaines allégations, le Salon international de la défense et de la sécurité à Bamako, BAMEX 25, aura bel et bien lieu à date, c'est-à-dire du 11 au 14 novembre prochain. Les préparatifs vont bon train. Les parties turques et maliennes se concertent d'ailleurs pour les derniers réglages. BAMEX 2025 est un rendez-vous majeur de défense et de sécurité qui réunira des membres du gouvernement, des chefs militaires et des experts des questions de défense. Les détails avec Abdul Karim Kaba. Mali bölgenin kalbi konumunda olan parce que Mali est le cœur de l'Afrique et ça joue un rôle important dans le continent africain. C'est pour cela que nous avons choisi le Mali. Le Mali est le cœur de l'Afrique. Cette déclaration du directeur de BAMEX 2025 prouve à suffisance que notre pays est souverain et c'est une destination à visiter. Le Salon international de la défense et de la sécurité Bamako Expo 2025 est bien plus qu'une simple exposition. C'est le lieu où l'avenir de la défense de l'Afrique se dessine. Actuellement, la zone du Sahel et le Mali aussi est beaucoup affronté au terrorisme. Et ça fait qu'avec BAMEX, tous les pays africains ainsi que le Mali vont pouvoir s'équiper de haut matériel, de moderniser et de grandes technologies. Le rendez-vous de Bamako sera une expérience unique qui réunit des délégations gouvernementales, des chefs militaires et des experts de la défense dans un espace puissant. C'est le lieu pour explorer des idées, former des partenariats et relever les défis les plus urgents de la sécurité. Tout se passe bien. Les Turcs sont là depuis près d'un mois en train de concevoir, de construire les différents stands. Les stands des sociétés qui vont exposer. Je rassure tout le monde. En ma qualité de président du comité national d'organisation, BAMEX aura bel et bien lieu. Soyez tranquilles. Il faut faire attention aux fake news. Attention à nos détracteurs. Vous savez que nous sommes dans la guerre informationnelle, l'infoguerre. Il fallait s'y attendre. Nos détracteurs ont juré de nous mettre à genoux, mais ils ne vont pas le réussir. BAMEX aura lieu, bel et bien lieu. Exclusivement consacré aux exposants turcs, le Salon international de la défense et de la sécurité est le lieu où les conversations sur la défense se transforment en coopération. Ici, la voie stratégique de l'Afrique se renforce également. Au cours de cette rencontre, 15 sociétés turques devraient être présentes, plus un stand pour les pays de l'AES. Une centaine de ministres de la défense et de sécurité et des chefs d'état-major sont attendus. L'un des temps forts de BAMEX 2025 sera la journée de démonstration des produits. Une journée au cours de laquelle des équipements réels seront mis à l'épreuve à Koulikoro. Le Salon international de la défense et de la sécurité Bamako Expo 2025, c'est du 11 au 14 novembre prochain. Une première dans la sous-région où les professionnels des armements échangeront afin de renforcer leur partenariat et lutter efficacement contre le terrorisme. Voilà. Et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale attire l'attention de l'opinion publique que des individus mal intentionnés ont mis en circulation une fausse correspondance sur les réseaux sociaux indiquant le report du Salon international de la défense et de la sécurité à Bamako, BAMEX 25. Le ministère réaffirme que cette première édition du Salon international de la défense et de la sécurité organisée par le ministère de la Sécurité et de la protection civile se tiendra comme prévu à la date indiquée, à savoir du 11 au 14 novembre 2025 à Bamako, avec la participation effective de tous les partenaires invités. Pour toute information digne de foi, le ministère prie de bien vouloir consulter ses canaux de publication officiels ou contacter les services du département ou les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger.
La crise de carburant que vit notre pays est planifiée par des terroristes et leurs sponsors pour fragiliser le Mali. Mais heureusement, les Maliens l'ont compris et soutiennent les autorités de la transition. Le président de la transition, au cours de sa récente visite à Bougouni, a salué la résilience des Maliens et les a invités à limiter les déplacements non essentiels en attendant la normalisation de la situation. Ce soir, Garibou Pérou revient sur cette déclaration du chef de l'État. Suivons ensemble. Depuis Bougouni, au cœur du Mali profond, s'élève la voix du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Une voix non pas pour inquiéter, mais pour éclairer dans un contexte marqué par une crise de carburant. Un appel à la fois simple et solennel, non au gaspillage, oui à la mesure. Ni glace la gouvernement a appris à tout le gouvernement a stratégie. Amana gouvernement a dit faut qu'on se du kono ni en nana du kono c'est em ngombe boko flaque ou boko tangiga mobile ka moto la. Ni glace ne ba ko taji sur le man ko zane. Et te donner voilà. Na fate boli muna e bo voilà. Donc vers bo frère que du kono. Ici, le chef de l'État ne s'exprime pas en technicien, mais en pédagogue de l'économie. Son message résonne comme une leçon de bon sens, une exhortation à la responsabilité partagée. Limiter les déplacements non essentiels n'est pas une contrainte, mais un acte de raison. Souvenons-nous des temps de la pandémie où la prudence s'imposait comme un devoir national. Restreindre ces déplacements, c'était alors faire preuve de solidarité. Aujourd'hui encore, économiser chaque goutte de carburant, c'est participer à l'effort collectif. Ce n'est pas céder à la faiblesse, mais témoigner de clairvoyance. De même que face aux intempéries, la sagesse commande de s'adapter. Il en va ainsi des crises que traverse notre pays. Le peuple malien a maintes fois prouvé sa résilience, sa discipline et son unité dans les moments décisifs. C'est cette maturité citoyenne que le président appelle de ses voeux. Agir non par crainte, mais par raison. Cette crise du carburant, le président Goïta la sait passagère, mais il sait aussi que les gestes d'aujourd'hui forgeront les habitudes de demain. Il en appelle donc à une gestion responsable, à une sobriété citoyenne, véritable gage de souveraineté nationale. Dans cet appel, point de reproche, point d'inquiétude, seulement une vérité simple et profonde. La grandeur d'une nation se mesure à sa capacité d'adaptation. Le Mali, fort de ses valeurs, saura une fois encore transformer l'épreuve en leçon et la contrainte en opportunité. À Bougouni, le président Goïta n'a pas seulement prôné la mesure, il a esquissé les contours d'une gouvernance de responsabilité où chaque citoyen devient acteur du bien commun. Et face à la situation, les femmes à travers la CAFO se mobilisent pour soutenir les efforts du gouvernement et par la même occasion apportent leur solidarité à leurs concitoyens. Les membres du Bureau national étaient à Boulibana dans une station-service de vente de carburant. La visite a été suivie par Adam Maïga. Une baignoire remplie de boissons sucrées et d'eau fraîche a été mise à la disposition des conducteurs d'engins à 2, 3 et 4 roues. Ces derniers formaient une file indienne sur la route de Sami devant la station-service Drabo. Les conducteurs ont également reçu de la nourriture afin de mieux tenir dans les rangs pour s'approvisionner en essence. J'ai passé la nuit ici. Les moustiques m'ont piqué et c'est très fatigant. Il y a également eu un manque de communication concernant l'heure exacte de l'approvisionnement en essence. Par ailleurs, je remercie la CAFO et les CNJ de nous avoir nourris. Le même geste de solidarité s'est répété sur la route de Lassa. Je suis ici depuis hier. Je suis déterminé à rester jusqu'à ce que je puisse m'approvisionner en essence. L'un des problèmes liés à l'approvisionnement en essence est le malentendu entre les clients eux-mêmes. Cela se termine souvent par des scènes de querelles, voire de bagarres. Face à ces situations, nous suspendons momentanément les travaux. En outre, la coordination des associations et ONG féminines du Mali a prêté main forte au Conseil national de la jeunesse pour sensibiliser les conducteurs de véhicules au strict respect des mesures prises par le gouvernement. L'objectif est d'assurer le bon déroulement du processus d'approvisionnement en carburant. Le Conseil, à travers l'initiative Andioro, nous avons engagé nos éléments sur le terrain. C'est toutes les communes du Mali,
Nous sommes en collaboration avec les forces d'ordre et de défense et de sécurité et les gérants des stations. C'est pour quand même donner de bonnes informations à la population, les sensibiliser afin que chacun puisse avoir de carburant. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos mamans de la CAFO. Je demande au conducteur de respecter le rond afin d'éviter les scènes de querelle. Je m'adresse également à ceux qui s'approvisionnent plusieurs fois pour stocker l'essence à la maison. Je leur demande d'arrêter, car ce acte favorise la spéculation et allonge les files d'attente devant les stations-service. Cet échange avec les citoyens dans le contexte de la crise de carburant vise à accompagner et à encourager les autorités du pays dans la recherche d'une solution durable. Je vous l'annonçais hier, une centaine de familles déplacées ont rejoint leur domicile dans la région de Kidal. Pour saluer la résilience des communautés et soutenir leur installation, le gouverneur de région, au nom des autorités de la transition, a remis plusieurs tonnes de vivres à ces familles. On en sait davantage dans ce reportage de Sidi El Medi à Galbaka et Moussa Togo. Au nom des autorités de la transition, le gouverneur de la région de Kidal a procédé à la remise des vivres pour saluer la résilience des communautés du village de Koniba et encourager la dynamique enclenchée visant à renforcer les retours des civils chassés par les forces du mal en perte de vitesse. Les populations n'arrivent pas vraiment à faire la vie comme il faut. Mais je pense que les autorités maliennes ont pris toutes les décisions, toutes les dispositions pour que ces populations soient en sécurité, soient chez eux. Ceux qui veulent bien revenir chez eux aussi sont les bienvenus à tout moment. En marge de sa visite, le général de division Al-Haj Gamou a visité le seul château d'eau détruit par les GAT et il a remis des vivres et des kits d'urgence aux populations de Koniba. Nous n'avons pas de mots pour remercier le gouverneur de Kidal. En quelques heures, il a non seulement distribué des vivres, mais aussi réparé notre château d'eau détruit par les forces du mal. Nous sommes reconnaissants pour notre pays, le Mali. Cette distribution vient en point nommé. Elle va considérablement contribuer à l'installation de nos familles, surtout les femmes et les enfants. Merci au gouverneur de Kidal. Avant de prendre congé, le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de Kidal, a rassuré les populations de la détermination totale des autorités à restaurer les infrastructures essentielles afin de faire de Kidal un havre de paix. Et il y a de cela 5 ans que disparaissait l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré. 5 ans après, ses collaborateurs perpétuent sa mémoire à travers des actions de bienfaisance. C'est ainsi que la fondation qui porte son nom apporte assistance aux déplacés internes de Bamako et alentours et certaines associations. Elle leur a offert ce matin une centaine de tonnes de produits alimentaires, des machines à coudre et des nattes. 5 enfants malades du cœur ont également bénéficié de l'opération chirurgicale au niveau de l'hôpital mère-enfant le Luxembourg. Coût de ces opérations, plus de 59 millions de francs CFA. Le reportage de Sokona Kamisoko. C'était lundi 9 novembre 2020 que le temps s'est momentanément arrêté au Mali. Ce jour, un homme dont le destin se confond avec la démocratie malienne s'est éteint. Il s'agit du général Amadou Toumani Touré, ancien président de la République. En souvenir de cette disparition, la fondation qui porte son nom fait œuvre utile. Des couches vulnérables reçoivent des dons de diverses natures. Des enfants malades de cœur recouvrent également la santé. Pour cette 5e commémoration, nous offrons aux personnes déplacées internes de Bamako et alentours 24 tonnes de riz, 25 tonnes de mil pilés, 325 bidons de 20 litres d'huile, 325 paquets de macaroni, 1000 nattes à 2 places, 200 pains à téter, 20 machines à coudre. Deuxième bénéficiaire, Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou, 10 machines à coudre. Nous avons réalisé à travers le centre hospitalier Mère-Enfant de Luxembourg la prise en charge totale de l'intervention de chirurgie cardiaque de 5 enfants. Aussi l'organisation d'une journée de consultation gratuite avec un résultat de 500 patients pris en charge sur le plan consultation.
La valeur totale de ces dons s'élève au montant de 59 637 500 francs CFA. La Fondation Amadou Toumani Touré n'est pas à son premier acte de solidarité. Bien au contraire, le geste du jour rallonge une liste déjà longue d'actions menées en faveur des démunis. De quoi de plus normal lorsque les bénéficiaires décident de témoigner de toute leur reconnaissance à l'épouse de l'ancien ami des enfants. Ce énième don que vous venez de faire aux populations déplacées, toutes ethnies confondues, témoigne de votre constant attachement aux idéaux de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble au Mali. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribuer ses bienfaits au centuple et accorder à votre cher époux toute la miséricorde et sa grâce infime pour le repos en paix de son âme. Quand mon enfant est tombé malade, je l'ai amené à l'hôpital Gabriel Touré. C'est là-bas que le diagnostic a révélé qu'il souffre d'un problème de cœur. Il a été donc transféré à l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg pour subir une opération chirurgicale qui devait coûter 4 millions de francs CFA. C'est grâce à la fondation ATT que mon enfant a été sauvé. Et il va beaucoup mieux aujourd'hui. Celui qui a tiré sa révérence il y a 5 ans avait cette conviction forte, à savoir servir l'humanité, c'est servir Dieu dans sa plus belle expression. Une conviction partagée est devenue une source d'inspiration pour sa famille. Aujourd'hui, nous venons renouveler l'hommage à cet homme exceptionnel qui reste vivant par ses réalisations. Le président Amadou Toumani Touré était entièrement dédié à compatir à la souffrance des autres. Il a toujours su trouver des solutions aux épreuves que la vie réserve à certaines personnes. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à tous les partenaires qui nous soutiennent dans cette vaste action humanitaire. L'école publique Medersat.com de Tabakoro à Tétébougou figure parmi les actions réalisées par le défunt président. C'est pourquoi, en signe de reconnaissance, les élèves de l'établissement remettent un tableau à la présidente de la fondation. Il s'agit de saluer ses énormes efforts et de l'encourager à persévérer en œuvrant pour assister les démunis. Et nous arrivons au grand format de cette édition. Le sacrifice du mouton le jour du baptême, c'est le dossier de la rédaction. C'est une pratique recommandée pour remercier Dieu de la naissance d'un enfant. Le sacrifice, s'il est possible, se fait traditionnellement le 7e jour après la naissance. Le mouton sacrificiel du baptême est-il un acte religieux ou traditionnel? La réponse avec Awa Traoré. Il est 6h45 du matin à Sébinikoro, en commune 4 du district de Bamako. Nous sommes dans la famille Touré pour le baptême de la petite Mariam. Le baptême officialise le nom et marque l'entrée du nouveau-né dans la société. Une grâce divine qui est célébrée en égorgeant un mouton dans la famille en compagnie des voisins et collègues. Le choix du mouton est un gros mouton ou bien un mouton moyen ou vraiment un mouton qui répond quand même aux critères d'un baptême. De l'autre côté, à Bozola, en commune 2, Mahamadou Kouroumagan fête le baptême de son premier enfant en toute convivialité. Le sacrifice du mouton lors du baptême est une pratique ancienne. On a égorgé des moutons pour notre garçon. C'est un sacrifice pour l'enfant et c'est une question de moyens financiers. Le sacrifice du mouton à l'occasion d'un baptême est une pratique répandue, notamment dans la communauté musulmane. Le choix du mouton pour le baptême, c'est comme le choix du mouton pour l'Aïd al-Adha, pour la fête de la Tabaski. Donc le mouton doit dépasser 6 mois. Donc le mouton doit être intact, ne doit pas avoir des maladies qui sont visibles ou des infirmités qui disqualifient. Donc ça, c'est de façon générale, c'est les mêmes critères qui continuent. Alors, il n'y a pas de raison explicite évoquée concernant maintenant la quantité. Pour le garçon, les hadiths, comme nous l'avons rappelé, les hadiths, le prophète a dit 2 moutons ou 2 béliers d'âge comparable pour le garçon, et pour une fille, un mouton. Il n'y a pas de raison explicite, mais les savants, ils ont essayé d'avancer beaucoup des hypothèses.
Et les hypothèses avancées disent que certainement ceci est lié à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les garçons ils avaient d'autres préférences, mais surtout ça semblerait être surtout la responsabilité sociale qui sera reposée sur le garçon plus tard. Au-delà de son aspect religieux, que représente le sacrifice du mouton à l'occasion d'un baptême dans la tradition? Le baptême est un moment important pour l'enfant et ses parents. Dans la tradition, en ce qui concerne l'animal sacrificiel, ça dépend des moyens des parents, que ce soit du mouton, de la chèvre ou même du poulet. En plus, le jour du baptême varie entre 7 jours pour les garçons et 8 jours pour la fille. Mais cela peut aller jusqu'à 15 jours, voire 30 jours, car les anciens font des consultations sur le destin de l'enfant. La naissance d'un enfant est un heureux événement et le baptême est la cérémonie qui symbolise son intégration dans la communauté. Ainsi, le sacrifice du mouton pendant le baptême est un rituel sacré de l'islam. Faisons un tour à l'extérieur du pays et direction Ouzbékistan où se tient la 43e conférence générale de l'UNESCO à Samarkand. Entre séances plénières et travaux en commission, la rencontre se poursuit. Toutes les questions importantes relatives au domaine d'intervention de l'organisation sont sur la table. Certaines commissions ont bouclé leurs travaux avec à la clé une série de recommandations. Les membres de la délégation malienne prennent une part active à l'ensemble des travaux. Sur les conclusions des travaux de la commission administrative, financière et des relations extérieures et ceux de la commission éducation, je vous propose d'écouter Moussa Mahalmoudou Sissé, chef du département des Nations Unies à la direction des organisations internationales, et Sila Fatoumata Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Samarkand, Yaya Kounaté et Abdul Salam Bambara. Le Mali a activement pris part aux travaux et c'est illustré par effectivement cette prise de position qui sont conformes aux objectifs donc, des autorités de la transition. Et en ce sens, nous avons par exemple examiné le budget biennal, parce que l'UNESCO dégage un budget pour 2 ans. Pour les 2 ans. Donc le budget biennal a été examiné et il a été examiné de façon à pouvoir être équilibré, objectif et réaliste pour faire face aux défis croissants et de plus en plus et des 2 années à venir. Nous avons également examiné un sujet particulièrement important qui concerne la question de la Palestine. Ce que l'UNESCO doit pouvoir faire pour les enfants de Gaza, pour les enfants palestiniens de façon générale. Et à ce niveau, l'unanimité s'est faite sur l'accompagnement de l'ensemble des États membres à l'action que l'UNESCO va pouvoir mettre en place là-bas. Nous avons également examiné un sujet également important qui a été un sujet de crispation pendant ces dernières années au sein de l'UNESCO, notamment les fêtes religieuses canoniques musulmanes. L'UNESCO a par exemple, depuis 3 jours, adopté la décision qui consiste désormais à ne tenir aucune réunion officielle durant les fêtes canoniques musulmanes, l'Eid al-Adha et l'Eid al-Fitr. Également, nous avons adopté un projet de résolution sur les questions de gestion stratégique du personnel. À ce niveau, il y a beaucoup de cris d'alarme qui nous sont parvenus par le personnel que nous avons écoutés et à la suite donc de quelle audition ce plan de gestion stratégique a été adopté pour désormais rendre l'organisation beaucoup plus efficace dans le management du personnel. Sur les questions de candidature, pour parler de la commission de candidature, le fait marquant de cette année, de cette session, c'est l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO. À la fin donc, de ces 2 mandats, l'ancienne directrice a passé le relais donc, à un nouveau directeur qui a été élu majoritairement par une très forte majorité, et c'est désormais l'Égyptien professeur Enani qui aura donc en charge de gérer l'UNESCO pendant les 4 années à venir. Il y a eu un panel ministériel de haut niveau qui a permis de camper l'intervention de l'UNESCO au niveau des États membres et des différentes organisations. Ensuite, ce qu'on peut réellement retenir, c'est qu'il y a eu assez de résolutions qui ont été présentées et validées. Parmi ces résolutions, il y a une résolution relative au forum des jeunes qui s'est tenu à Samarkand ici, auquel notre pays a participé. Il y a eu des résolutions concernant les statistiques au niveau mondial qu'il faut harmoniser, parce qu'on a vu qu'au niveau de tous les États,
il y a une nécessité d'avoir des statistiques standards. Et donc, ça a été analysé. Et comme résolution aussi, nous avons analysé au sein de la commission comment voir l'éducation au niveau du territoire palestinien occupé, au niveau des pays arabes occupés. Et on a dit que l'éducation étant un droit, il est vraiment nécessaire que les actions éducatives soient continuelles au niveau de ces pays. Et comme autre résolution, il y a la question enseignante au niveau de l'enseignement supérieur. Et il y a eu des études préliminaires dont les rapports ont été validés. Et donc globalement, plusieurs États ont présenté et organisations ont présenté des rapports. Ces rapports ont été analysés et validés. Dans un second temps, ce qu'on peut retenir pour le Mali, c'est que le budget et programme de l'UNESCO 2026-2029 qui a été présenté, ce budget programme a été analysé et revu à la hausse. Donc ça veut dire que pour les années futures, 2026 jusqu'à 2029, il y aura quand même des progrès par rapport à la collaboration entre notre pays et l'UNESCO. Parlons santé à présent. L'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a réuni l'ensemble des acteurs de la santé et leurs partenaires pour un exercice de planification opérationnelle pour les 2 années à venir. La rencontre a permis d'évaluer les phases précédentes. Awa Adaman Koulibaly et Sabou Diakité nous donnent plus d'informations. Nous sommes à moins de 2 mois de la fin de l'année 2025. Le même temps est imparti au plan biennal 2024-2025 de la coopération OMS-Mali pour laisser place au nouveau. L'élaboration des opérations 2026-2027 intervient après d'importants progrès dans plusieurs domaines. Des réalisations qui doivent cacher les nombreux défis relatifs notamment à l'insuffisance des soins essentiels. Le processus de planification actuel survient dans un contexte de réduction de l'aide publique au développement, avec une réduction de près de 21% de l'enveloppe financière de l'OMS, ainsi que de sa force de travail. Ceci nous oblige à faire des choix judicieux, pertinents et cohérents dans une perspective de durabilité de nos interventions. Ce nouveau programme, qui devra être établi au bout de 3 jours de travaux, s'inscrit dans la mise en œuvre du 14e programme général de travail de l'OMS couvrant la période 2025-2028. Il s'articule autour de 5 fonctions essentielles qui constituent le socle de notre action collective. Il s'agit le leadership et la coordination des efforts pour la santé publique, la définition des normes et standards, la production et la diffusion des connaissances, l'appui technique et le renforcement des capacités, le suivi et l'évaluation de la santé des populations. Ces principes guident désormais l'ensemble de la planification opérationnelle. Il est attendu des recommandations innovantes, des propositions concrètes et à fort impact qui reflètent surtout les besoins du système de santé malien. À Tombouctou, le sous-bureau de WILDAF, en partenariat avec le Fonds mondial pour les survivantes, a rendu public le rapport de l'étude mondiale sur les possibilités de réparation pour les survivantes des violences sexuelles liées au conflit. Ce document de 67 pages retrace les violences macabres subies par des femmes et filles lors de la crise sécuritaire de 2012 dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Najim Babassi et Hassan Aïdara, reportage. Ce rapport d'une 60aine de pages retrace les violences sexuelles liées au conflit perpétrées par des groupes armés contre des femmes et filles lors de la crise sécuritaire de 2012 dans les régions de Gao, Kidal et de Tombouctou. Il est l'œuvre du Fonds mondial pour les survivants et survivantes en collaboration avec l'Association des juristes maliennes, Avocats sans frontières Canada, GREFA et WILDAF. Il s'agit de construire ensemble une compréhension plus fine des mécanismes de ces violences et de leur impact. Les résultats de cette étude sont un point de départ. Ils doivent nous servir à repenser nos actions et à renforcer nos réponses multisectorielles afin d'apporter un soutien plus efficace et de construire un avenir où ces violences ne trouvent plus leur place. Après présentation de la synthèse de ce rapport, suivi des témoignages des victimes, les responsables du réseau des victimes saluent la fidélité et le caractère inclusif de ce document dont ils s'y reconnaissent. C'est un très bon document
tout ce qui a été dit dans le document, quand même, nous, la coordination régionale des associations des victimes, se reconnaissent là-dedans, parce que c'est un document préalable qui ont passé par nous d'abord. L'autorité vient de se crier, donc moi je pense que réellement il faut accélérer les choses pour couvrir toute la région. Réellement les gens sont vraiment à l'attente. Vos actions contribueront sans nul doute à renforcer les efforts des plusieurs autorités de la transition dans leur lutte contre toutes les formes de violence liées au conflit. Les autorités sur place ont reçu chacune une copie du rapport en vue de son appropriation. Un panel sur les conséquences des violences sexuelles liées au conflit et le régime de réparation animé par des experts a mis fin à cette cérémonie. Un mot de culture avant d'entamer la page sportive de cette édition. Les activités de la deuxième édition du Festival Nord du Mali se poursuivent à Irimadjo sur l'esplanade du stade du 26 mars. L'événement s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la culture malienne en général et particulièrement celle du Nord. Une opportunité pour les artistes, artisans et restaurateurs originaires du Nord du Mali de se produire devant le public bamakois. Les temps forts dans ce reportage de Mariam Koulibaly. Comme si nous étions à Tombouctou, cette deuxième édition du Festival Nord du Mali prend son envol par le passage de la représentation du cavalier vêtu de tout blanc, génie protecteur Al-Farouk. L'événement met sur scène les différentes composantes de la riche culture des régions septentrionales du Mali. Comme l'a dit Baba Salah, il n'y a pas que la guerre chez nous en Afrique, il n'y a pas que la misère chez nous. Et on danse, on chante au nord du Mali. Et c'est ce chant, c'est cette danse que nous allons exporter au reste du monde. Nous voudrons que ce patrimoine culturel s'ouvre au reste du monde entier. Si on transporte le festival du Nord et l'amener à Bamako pour montrer aux sudistes et aux nordistes que nous sommes tous les mêmes, c'est une fierté pour moi. Donc si je vois ma tradition ici au sud et qu'on se prend la main dans la main, vraiment je suis vraiment comblé. Les cadres dressés à l'image des villes du nord du Mali s'éveillent un véritable pan de revitalisation et de célébration du patrimoine national. Ici, l'accent est mis sur la paix, la cohésion et le vivre ensemble, d'où la présence des Dogons en tant que cousins à plaisanterie des ressortissants du Nord. La richesse culturelle du Mali est sans limite. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du Mali, le Mali est un pays de diversité culturelle. Et aujourd'hui, le Nord s'invite à Bamako. C'est un honneur pour nous d'être invités dans cet espace culturel. Au-delà des spectacles et des danses, ce festival est un message d'espoir. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques, nous avons choisi la culture comme instrument de résistance, de résilience et de renaissance. La cérémonie est magnifiée par un défilé de mode, des prestations artistiques et une visite des stands des exposants et restaurateurs présents sur le site. Voilà, c'est l'heure du sport dans cette édition. Je viens de recevoir Koji Sibi. Koji, bonsoir. Bonsoir Awaditma, bonsoir à tous. Alors, l'actualité du football est dominée par la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue au Qatar. Les Aiglonnais maliens ont perdu aujourd'hui face à l'Autriche. Oui, les protégés d'Adama Djefla Diallo, vous allez voir les images, ont perdu 3-0 face à l'Autriche. Les images qui vont... Voilà, autre... bonne nouvelle cette fois-ci au niveau du football féminin pour signaler que l'USFAS a réussi son baptême du feu en Ligue des champions féminines de la CAF en battant le club équato-guinéen du FC 15 de Agosto, score 2-1. Les buts maliens ont été marqués par Maïmouna Traoré sur penalty et Awadjara en fin de partie. L'USFAS est du coup première de sa poule puisque la deuxième rencontre du groupe entre El Massar d'Égypte et AS FAR du Maroc s'est soldée sur le score nul des 0 buts partout. Vraiment, félicitations pour une grande première pour l'USFAS. Elle a réussi son entrée en matière.
Oui, et le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, participe à une rencontre importante avec le gouverneur de Samara en Russie. Oui, cette réunion Awama qui a réuni également plusieurs ministres des Sports de différents pays a permis d'évoquer les domaines potentiels de coopération future dans le secteur sportif ainsi que des échanges culturels. On en sait davantage avec Abdul Karim Kaba. Les perspectives de collaboration visant à promouvoir le développement sportif, l'échange d'expertise et la formation des jeunes athlètes. Ces sujets ont été abordés au cours de la rencontre entre le ministre en charge des sports et le gouverneur de Samara en Russie. Dans cette capitale administrative, le ministre Fomba a pris la parole afin de partager sa vision et son engagement pour consolider les échanges sportifs entre les pays participants. Cette initiative témoigne de la volonté partagée de renforcer les liens d'amitié et de coopération, ouvrant ainsi la voie à des partenariats fructueux et durables dans le domaine du sport. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a participé et animé des panels sur le thème « Sport sans frontières, nouvelles opportunités de collaboration ». Le partenariat entre le Mali et la Fédération de Russie dans le domaine du taekwondo s'est invité dans les débats. Le ministre Fomba a rappelé l'organisation au Mali des premiers Jeux de l'AES Russie et la signature d'un partenariat entre les deux fédérations en 2022. Ce partenariat s'est révélé très fructueux, comme en témoignent les deux éditions de la compétition Open AES organisée à Bamako puis en Russie qui illustre un échange sportif riche et dynamique. Les athlètes maliens ont bénéficié d'expertise de haut niveau grâce à des formations spécialisées et des masterclass menées par des champions russes. Le ministre a également présenté des perspectives prometteuses, notamment la venue prochaine d'un entraîneur russe au Mali et la possibilité d'envoyer des athlètes en stage en Russie pour renforcer leur préparation. Ce partenariat incarne une volonté commune de renforcer les liens sportifs, culturels et techniques, favorisant l'épanouissement des jeunes talents dans les deux pays. Voilà, juste le temps de rappeler en tout cas le rendez-vous à la Coupe du Monde des moins de 17 ans des Aiglons maliens. C'est mardi contre l'Arabie Saoudite et saluer la belle victoire de l'Issoise à la Ligue des champions féminines de la CAF. Merci beaucoup, Kodi Sibi, pour toutes ces précisions. On se dit à demain, Inch'Allah. À demain. Et la triste nouvelle a vite enflammé la toile. La tiktokeuse Mariam Cissé a été enlevée ce jeudi dernier et exécutée ce samedi publiquement par ses ravisseurs. Cette jeune dame voulait juste vendre l'image de son cercle à travers ses posts sur TikTok et encourager l'armée malienne dans ses missions de sécurisation des personnes et de leurs biens et surtout son engagement pour la sécurité du pays. Mariam Cissé était très suivie sur les réseaux sociaux. Elle comptait près de 100 000 abonnés sur TikTok. Son assassinat suscite une vive émotion au sein de la population et sur les réseaux sociaux. L'exécution de Mariam Cissé a plongé tout un peuple dans l'émoi et la consternation, laissant des milliers d'abonnés orphelins de ces publications. Voilà, d'ores en pain, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.